Vous connaissez l'odeur d'une rose. Que vous l'appréciez ou non, vous êtes sans doute d'accord avec moi pour dire que c'est une odeur agréable. Mais est-ce qu'il existe pour autant une notion universelle qui permet de classer une odeur comme étant bonne ou mauvaise? Est-ce que vous pouvez être certain de sentir exactement la même odeur que moi lorsque vous sentez une rose? Voilà le genre de questions existentielles que je me pose. Déjà, essayons de comprendre comment notre nez fonctionne. À l'intérieur de celui-ci se trouve une muqueuse appelée épithélium olfactif qui n'est ni plus ni moins qu'un détecteur à molécules. Tout autour de vous s'agitent en permanence d'innombrables molécules volatiles qui sont généralement assez petites et légères, ce qui leur permet d'être facilement diffusées dans l'air. C'est une partie seulement de ces molécules volatiles que votre nez va être capable de détecter. Toutes ne seront pas reconnues. Par exemple, le dioxygène qui vous permet de respirer, ou encore le diazote qui est la molécule la plus abondante dans l'air, ne seront pas reconnus par votre nez. Ni même le CO2, bien que ça puisse peut-être s'avérer utile de nos jours. En fait, au fond de votre cavité nasale se trouvent de nombreux récepteurs qui sont chacun spécifiques à une molécule ou un type de molécule. Vous pouvez voir ça comme si vous aviez de minuscules serrures dans le nez, leur clé étant certaines molécules volatiles. Chaque serrure va être sensible en fonction de sa forme et de sa nature chimique à une clé particulière. Quand une molécule entre dans votre nez, elle va se retrouver piégée dans cette muqueuse et va se retrouver près des récepteurs. Une fois qu'elle sera assez proche du récepteur qui lui correspond, elle va s'y lier. Et cette liaison va se faire par ce qu'on appelle en chimie des interactions non covalentes. En gros, ce sont des liaisons qui vont être plus faibles que celles qui maintiennent les atomes d'une même molécule entre eux. Voyez ça comme des sortes de petits aimants qui vont être capables de s'approcher et de rester collés entre eux sans modifier leur structure, mais qui pourront être séparés assez facilement. Vos récepteurs sont liés à des neurones qui vont pouvoir transformer le message chimique qu'est la détection d'une molécule en un message électrique qui sera intelligible par votre système nerveux central auquel il sera envoyé. Donc en gros, vous êtes en présence d'une rose, votre cerveau détecte la molécule responsable de son odeur, il interprète, il vous envoie l'information, c'est bien une rose. Non. En réalité, c'est un tout petit peu plus complexe que ça. Là, vous avez une représentation des différentes molécules qui sont associées à l'odeur d'une rose. Ça en fait pas mal, mais c'est encore sûrement incomplet. Votre nez détecte beaucoup de molécules différentes en même temps, et ce, dans des quantités variables. Ce n'est donc pas un seul signal électrique, mais un mélange complexe que votre cerveau va devoir analyser et interpréter. Une étude estime à plus de 1 trillion le nombre de cocktails olfactifs que notre nez serait capable de discerner. Bon, le chiffre est très grand, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que les nuances sont extrêmement nombreuses et que votre cerveau va jouer un rôle crucial dans l'interprétation d'une odeur. Il vous est peut-être déjà arrivé de sentir une odeur qui vous rappelle soudainement un souvenir lointain associé à une émotion assez forte. L'odorat est un sens qui est extrêmement lié aux émotions. Ça s'explique en partie par le chemin pris dans votre cerveau par les signaux électriques olfactifs. Il passe par exemple par l'amygdale qui joue un rôle très important dans nos émotions. Les souvenirs dits olfactifs sont généralement assez forts, plus que les souvenirs visuels et auditifs. D'ailleurs, la majorité d'entre eux sont créés assez tôt, avant vos 10 ans, contre un peu plus tard pour les souvenirs liés à vos autres sens. Quand votre cerveau est confronté à un nouveau cocktail de molécules qu'il n'a jamais rencontré, il va analyser le signal qu'il reçoit afin de le classer et d'être capable plus tard de le reconnaître quand il sera à nouveau présenté à lui. Et ce classement va être influencé par les émotions que vous traversez à ce moment-là, ainsi que par l'environnement dans lequel vous vous trouvez. C'est pour ça qu'une simple odeur peut vous rappeler un souvenir très lointain et vous replonger à peu de choses près dans un état émotionnel similaire à celui que vous traversiez au moment de la création de ce souvenir. Au-delà du cocktail de molécules que vous détectez, dans ce qui est pour vous l'odeur d'une rose, l'interprétation de votre cerveau va jouer un rôle primordial. Et pour interpréter des choses, notre cerveau, il est quand même pas mal doué. On a évidemment tous en tête que notre odorat est relativement mauvais si on le compare à celui d'autres animaux comme le chien ou la souris. C'est peut-être un peu moins sympa, mais c'est beaucoup plus pratique pour s'appuyer sur des études scientifiques. On pourrait penser que ces mammifères ont un système olfactif différent du nôtre, ce qui expliquerait sa supériorité. Mais ce n'est pas le cas. Dans les grandes lignes, notre odorat et celui du chien, de la souris et de bien d'autres mammifères sont relativement similaires. En réalité, c'est plutôt une question de taille. Quelle indignité. Chez la souris, l'épithélium olfactif occupe environ la moitié de sa cavité nasale contre moins de 10% chez nous, bien que ça puisse varier d'une personne à l'autre. Et de la même manière, on dénombre 3 à 4 fois plus de gènes codant pour des récepteurs olfactifs chez la souris que chez nous. C'est cette plus grande variété de détecteurs qui va permettre à ces animaux de sentir beaucoup plus d'odeurs que nous, dans des quantités beaucoup plus faibles et de les détecter de beaucoup plus loin. Et même si notre faible nombre de récepteurs est en partie compensé par une assez bonne capacité d'interprétation, on ne rivalise absolument pas avec ces animaux sur le plan olfactif. Pourtant, on retrouve chez notre espèce une assez grande proportion de pseudogènes de récepteurs olfactifs. En gros, ce sont des gènes qui sont bel et bien présents dans notre génome mais qui ne sont pas exprimés. Est-ce que ça pourrait signifier que nos ancêtres lointains avaient un bien meilleur odorat que nous ? Eh bien, la réponse est sans doute oui, même si ce n'est pas forcément simple à évaluer. Si on s'intéresse au rôle primaire de l'odorat dans la nature, on se rend assez vite compte qu'il est en compétition ou en symbiose avec d'autres sens. Il a par exemple été montré que chez certains primates, l'odorat avait régressé avec l'apparition de la vision trichromatique, qui est notre mode de vision actuel.
Cette vision plus performante pour subvenir aux besoins vitaux a, semble-t-il, contribué à la baisse de l'importance de l'odorat. Et si on s'intéresse au rôle qu'occupe l'odorat dans notre société actuelle, il n'apparaît pas nécessairement comme le sens le plus utile ou le plus développé que l'on possède. Si je vous demandais de choisir un sens duquel vous devriez vous passer jusqu'à la fin de vos jours, je suis prêt à parier que vous choisiriez plus facilement l'odorat que la vue par exemple. Et c'est un fait, plusieurs études tentent à montrer que notre odorat est en déclin. L'odorat aide les mammifères à trouver de la nourriture, et ce rôle on n'utilise plus vraiment, nous sommes très peu dépendants de notre nez pour avoir accès à l'alimentation. Je suis personnellement incapable de repérer un supermarché à l'odeur et pourtant j'arrive à peu près à faire mes courses. Notre nez nous aide aussi à choisir un partenaire sexuel, mais là aussi on peut s'interroger sur la pertinence de ce rôle de nos jours. Avec l'utilisation de déodorants et de parfums en tout genre, notre odeur corporelle a de moins en moins de place. Mais ça, c'est peut-être quand même une bonne chose. Il y a tout de même des études qui tentent à dire qu'on serait préférentiellement attiré par l'odeur corporelle d'une personne avec qui on a une bonne compatibilité immunologique. Pour faire simple, des gens qui sont naturellement résistants à des maladies différentes de celles auxquelles nous-mêmes nous sommes résistants. Et si vous vous demandez comment on étudie ça, vous avez peut-être déjà entendu parler de ces études super sympas où on fait sentir des t-shirts sales aux gens. Nice. Mais à mon sens, ça a quand même son importance de souligner ça. Parce que même si ces études montrent quelque chose, la méthode utilisée n'est pas forcément en adéquation avec les premiers contacts qu'on peut avoir avec de potentiels partenaires sexuels. Visiblement, notre odorat a également perdu un peu d'importance dans le choix de partenaires de reproduction. Votre nez occupe également la fonction de système d'alarme afin de vous prévenir de dangers que vos autres sens ne sont pas à même de détecter. Quand un cadavre se décompose, certaines bactéries vont dégrader les protéines et produire des molécules au nom révélateur de putrécine et cadavérine. Et personnellement, je garde toujours un petit peu de putrécine à proximité. Ces molécules ont une odeur très désagréable. Elles sont extrêmement répulsives. Un corps en décomposition est infesté de bactéries qui présentent un danger d'infection pour nous. Et donc notre cerveau a appris à reconnaître ces molécules précises qui sont essentiellement présentes dans ces conditions et à les interpréter comme étant très désagréables et nous ordonner de ne pas nous en approcher. Et même si vous n'avez jamais été exposé à l'odeur de la décomposition d'un corps, l'effet répulsif agira quand même sur vous, comme un patrimoine génétique qui vous a été transmis. Beaucoup de gens qui, de par leur métier, sont malheureusement confrontés à cette odeur, parlent de l'odeur de la mort et la décrivent comme étant singulière, extrêmement désagréable et persistante. Pour l'anecdote, on retrouve ces molécules ailleurs dans des concentrations bien plus faibles, ce qui les rend à peu près supportables. Un soupçon de putrécine ou de cadavérine viennent par exemple magnifier les douces odeurs d'urine et d'excréments. D'ailleurs, les excréments des carnivores sont généralement plus forts que ceux des herbivores et c'est dû à une concentration plus forte en protéines dans leur alimentation. Et on retrouve également ces molécules dans le fromage. Bon appétit! En parlant de nourriture, certains animaux n'ont absolument pas la même relation à ces deux molécules que nous. Le rat et le poisson rouge, par exemple, l'aperçoivent comme un signal de présence de nourriture. Un système olfactif similaire au nôtre, les mêmes molécules et pourtant des interprétations totalement différentes. Pour rester dans les interprétations, sachez que vous sentez des choses qui n'ont en fait pas d'odeur. Vous connaissez très bien l'odeur de la pluie, mais la pluie n'a absolument pas d'odeur. Dans le sol sous terre se trouvent des bactéries qui sont très friandes de certaines molécules. Lorsqu'il pleut, la concentration de celles-ci augmente, ce qui va faire proliférer ces bactéries. Elles vont alors produire des spores qui vont remonter à la surface et qui contiennent une molécule, la géosmine. Cette molécule, associée à d'autres comme le pétrichor, un liquide huileux sécrété par des plantes, va donner l'odeur de terre mouillée qui vient avec la pluie. Une autre odeur assez similaire est l'odeur du bitume mouillé qui va venir de l'association de ce pétrichor avec des composés aromatiques du bitume et de l'ozone. Et c'est finalement les gouttelettes de pluie qui vont permettre la diffusion de ces molécules dans l'air et nous permettre de les sentir, ce qui va nous donner l'impression de sentir la pluie. Dans le même genre et que vous pouvez tester assez facilement, le métal n'a pas d'odeur. Si vous prenez une pièce de monnaie ou un morceau de métal et que vous le frottez entre vos doigts puis vous le sentez, vous allez reconnaître cette odeur métallique que vous connaissez. Mais si vous reproduisez l'expérience avec un morceau de métal qui n'est pas du tout entré en contact avec votre peau, je vous assure que vous ne sentirez aucune odeur. En fait, le fer contenu dans la pièce va catalyser, c'est-à-dire aider l'oxydation de certains acides gras présents sur votre peau. Et ce sont les nouveaux composés formés qui sont responsables de cette odeur qu'on associe à l'odeur métallique. C'est une odeur assez similaire à celle du sang. L'hémoglobine, une protéine qui assure le transport d'oxygène dans votre sang, abrite un atome de fer. Et le même type de réaction va alors avoir lieu. Pour résumer, une odeur c'est assez compliqué. C'est dans un premier temps un mélange de molécules complexes dans des quantités extrêmement précises, puis une interprétation de notre cerveau qui va dépendre de notre vécu, de nos émotions, de notre environnement, de notre patrimoine génétique, de notre culture et même de nos croyances. Il est assez compliqué de donner une réponse aux questions posées en début de vidéo. Est-ce que vous percevez la même chose que moi quand vous sentez une rose? La réponse est probablement non, car je déteste les roses.
Plus sérieusement, il est impossible d'être sûr qu'on perçoit la même odeur que quelqu'un d'autre. Même en connaissant la composition moléculaire exacte d'une odeur, la seule certitude que l'on peut avoir, c'est celle d'être en train d'analyser la même chose. Mais il nous sera absolument impossible de savoir si l'on ressent exactement la même chose. C'est assez fou de se dire que tout ça est orchestré par de toutes petites molécules, invisibles même pour les microscopes les plus puissants, mais qui s'agitent en silence et vont jusqu'à nous faire ressentir des émotions. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, j'espère vous avoir appris 2-3 trucs. J'ai pas traité le sujet dans son entièreté, mais je vous laisse en description pas mal de liens si vous voulez approfondir le sujet. C'est ma première vidéo, donc n'hésitez pas à me donner vos avis et vos suggestions dans les commentaires et à en parler autour de vous si la vidéo vous a plu. J'ai pas mal d'autres projets de vidéos qui sont en cours de développement, donc si vous êtes curieux, vous pouvez vous abonner à la chaîne et j'espère vous revoir bientôt. Au revoir.